Bienvenue dans le débat consacré au groupe Wagner et à son leader Yevgeny Prigojine qui multiplie les coups d'éclat à l'égard du pouvoir russe. Le chef des paramilitaires en difficulté à Bakhmout vise dans ses diatribes l'État russe et en particulier le ministre de la Défense et le général Gerasimov. En France, l'Assemblée nationale a adopté une résolution visant à inscrire Wagner sur la liste des organisations terroristes. Le Royaume-Uni serait aussi prêt à le faire. Alors Wagner est-il le bras armé de l'État russe alors que Prigojine multiplie les coups d'éclat? Ce bras de fer est-il le révélateur des difficultés du groupe paramilitaire? Quelles sont les conséquences de l'inscription de Wagner dans la liste des organisations terroristes? Quelle est l'influence et la réalité du pouvoir de Wagner? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Paul Gogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant basé à Moscou, auteur de l'enquête du magazine Society, Wagner, le business de la mort, comment l'armée secrète de Poutine est devenue un empire. Bienvenue à vous. En face de vous, le général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Bienvenue à vous, général. Et puis nous avons aussi Benjamin Roger. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Jeune Afrique. Vous travaillez beaucoup sur Wagner en Afrique, notamment au Mali. Et puis nous avons donc en direct de l'Assemblée nationale à Paris Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous. C'est Laurent Grossetti qui s'occupe donc de la caméra sur place à l'Assemblée. Bienvenue à vous. Le groupe Wagner est né en Ukraine au moment du conflit dans le Donbass. Les paramilitaires sont aussi présents en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. On parle même de galaxie Wagner, une galaxie qui inclut un volet militaire, mais aussi économique et informationnel. On fait d'abord un point en image avec Florent Rodeau. Il porte le nom du compositeur préféré d'Hitler. Fondé et dirigé par Evgeny Prigojine, le groupe paramilitaire russe Wagner joue aujourd'hui un rôle important dans la guerre en Ukraine, loin de son terrain de chasse favori qu'est l'Afrique. Soudan, Libye, Tchad, Guinée ou encore Madagascar. Selon le Centre pour les études stratégiques internationales, ces mercenaires sont aujourd'hui présents dans une quinzaine de pays du continent. Le modèle africain de Wagner est désormais bien connu. C'est la prédation des ressources locales en échange de ses services, comme en Centrafrique et au Mali, où le groupe a fait main basse sur les mines d'or du pays. À la clé, une immense manne financière inchiffrable, mais indispensable pour financer ses opérations en Ukraine et bien payer ses hommes. Également présents en Syrie et au Venezuela, les mercenaires de Wagner sont accusés dans plusieurs pays africains de viol et de torture. Depuis plusieurs mois, le groupe est monté en puissance en Ukraine, tout comme son chef Evgeny Prigojine, très agacé par l'état-major de l'armée russe, pas à la hauteur selon lui. Prigojine le sait, il perd chaque jour beaucoup d'hommes, notamment à Bakhmout, où les combats font rage depuis des mois avec l'armée ukrainienne. Impossible de connaître les effectifs de Wagner, car des dizaines de milliers de détenus ont été recrutés en prison, et autant d'hommes, selon les dires de son chef, sont morts sur le champ de bataille. Les cimetières qui leur sont dédiés, comme celui-ci, sont en tout cas de plus en plus vastes. Le groupe Wagner, Vladimir Poutine, en a longtemps nié l'existence et réfute encore aujourd'hui tout lien avec lui. En novembre dernier, le groupe sort définitivement de l'ombre et inaugure cet imposant bâtiment en plein cœur de Saint-Pétersbourg, ville où Prigojine et Poutine se sont connus. Il abrite une autre activité de Wagner, sa propagande au service du Kremlin, une usine à trolls qui emploie des milliers de soldats numériques, la seconde armée d'Evgeny Prigojine. Général Paloméros, je veux démarrer avec vous. Votre analyse de militaire quand vous entendez justement ces coups d'éclat de Prigojine, alors que sur le terrain, on sent qu'à Bakhmout, il a des difficultés. Est-ce que c'est lié ? Compliqué parce que M. Prigojine, c'est un peu un entrepreneur de la mort. Ça a été dit dans le reportage, un prédateur. Et il vit là-dessus. Et là, il se retrouve en Ukraine dans une configuration, même si ses troupes ont opéré dans le Donbass, mais dans d'autres circonstances, il se retrouve dans une situation pour laquelle Wagner n'a pas été conçu, si vous voulez.
Wagner, c'est effectivement des opérations en Syrie, mais c'est fondé sur le professionnalisme quand même. Ces sociétés militaires privées, quelles qu'elles soient, elles sont fondées sur le professionnalisme, l'expérience. Et là, d'un seul coup, il se retrouve dans une guerre de haute intensité où il a besoin du soutien de l'armée russe. Il peut pas faire. Il n'a pas suffisamment, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas tous les éléments d'une armée. C'est pas une armée à proprement parler. Et puis, il s'est rendu quelque part indispensable, mais maintenant, il ne veut pas en assumer la responsabilité. Et donc, moi, mon sentiment, c'est qu'il est en train d'essayer de reporter la responsabilité parce que ça marche pas très bien. Et c'est pas anormal, puisqu'il embauchait des conscrits, des gens qui ne sont pas formés, tout ça. Bon, ça fait un peu de la chair à canon, si vous excusez l'expression, mais ça répond pas aux besoins. Donc il est en train d'essayer de détourner l'attention en faisant monter en pression, parce que je ne pense pas que le problème soit un problème de munitions. Bon, peut-être qu'il y a des tensions sur les munitions, il y en a dans toutes les armées, mais ça, c'est un alibi assez commode. Et puis alors, donc quel serait le problème, en fait, si ce n'est pas un problème de munitions ? Non, son problème, c'est qu'il pensait gagner rapidement et s'attribue la victoire et qu'il s'est trouvé pris dans ce marasme et que maintenant, il ne sait pas trop comment s'en sortir. Ça lui coûte beaucoup de vie humaine. Ça nuit à son business, en quelque sorte. Et puis, il ne faudrait pas en assumer la responsabilité vis-à-vis du grand chef. La dernière question, c'est à qui est vraiment aujourd'hui rattaché Wagner ? Au départ, on pensait que c'était rattaché peut-être au GRU, mais le GRU dépendant du ministère des Armées, quand on voit comme il s'en prend au ministère de la Défense et au ministre de la Défense et au chef d'état-major des armées, c'est violent, quoi. Je ne pense pas qu'ils passent leurs vacances ensemble. Oui, alors justement, est-ce que c'est le bras armé du Kremlin ? Alors c'est clairement le bras armé du Kremlin, en tout cas ça a été conçu de cette façon-là. Il y a même eu une période durant laquelle les Américains disaient que Evgeny Prigojine était un des rares capables d'appeler Vladimir Poutine. Il avait ou aurait eu son numéro de téléphone. Alors, effectivement, ce que vous venez de dire est intéressant parce que je suis parti du principe ces derniers temps que le fait qu'il soit obligé de mendier ses armes en public me poussait un peu à croire qu'il n'avait peut-être pas de si bon contact avec le Kremlin en ce moment. Donc je pense qu'il est né grâce au Kremlin. Ce genre de personnage n'existe qu'avec l'accord du Kremlin en Russie. Mais il a peut-être un peu gagné en indépendance ces derniers temps. Et c'est d'ailleurs peut-être ça le problème du point de vue du Kremlin, du point de vue de l'armée russe et du point de vue de plein de monde en Russie. Benjamin Roger, vous qui connaissez bien Wagner en Afrique, qui est présent donc en RCA, au Mali, on parle aussi du Soudan, on parle d'ailleurs de galaxie Wagner, parce que c'est beaucoup plus vaste que juste le côté militaire. Qu'est-ce qu'on en dit justement de ces difficultés en Ukraine ? Est-ce que ça a un impact sur Wagner en Afrique, sur sa réputation ? Ça n'a pas vraiment d'impact. L'impact réel que ça a eu, c'est au début, au déclenchement de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Il y a eu quelques combattants, notamment de Centrafrique, qui ont été envoyés en Ukraine pour soutenir, au bout de 3 semaines, quand l'armée russe commençait à patiner en Ukraine, il y a eu quelques combattants qui ont été envoyés sur le front ukrainien. Mais vu d'Afrique, le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine est assez lointaine et ça n'a pas d'impact véritable sur les opérations du groupe Wagner en Afrique. Je veux dire, le groupe Wagner en Afrique, que ce soit en Centrafrique, au Mali, alors au Soudan, ça a changé avec la situation actuelle au Soudan, mais j'ai envie de dire qu'il continue à faire du business à Jujol en Afrique malgré la guerre en Ukraine. Constance Grip, vous avez voté, cette résolution a d'ailleurs été votée à l'unanimité hier à l'Assemblée nationale, une résolution qui vise à inscrire Wagner sur la liste des organisations terroristes. En quoi Wagner est-il une organisation terroriste ? La résolution, effectivement, initiée par notre collègue du groupe Renaissance, Benjamin Haddad, et qu'il avait porté avec le soutien de nombreux collègues, y compris en provenance d'autres groupes parlementaires, elle vise à demander à la France et à l'Union européenne d'inscrire le groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes. Nous n'avons pas, nous, Assemblée nationale française, le pouvoir de procéder nous-mêmes à cette inscription, mais nous souhaitons alerter, appeler l'attention de l'Union européenne et de notre gouvernement, bien évidemment en premier lieu, pour que la qualification d'organisation terroriste au regard du droit européen en la matière soit donnée à ce groupe Wagner. Alors cela voudrait, si nous arrivions à cet objectif, dire que le régime de sanctions, le régime de poursuites judiciaires qui pourrait
éventuellement en conséquence s'appliquer serait considérablement renforcée. À l'heure actuelle, en vertu des différents trains de sanctions qui frappent des personnalités, des dirigeants russes, des personnes reconnues comme très proches du régime de Vladimir Poutine, c'est 10 à 11 personnes dirigeants du réseau de la galaxie Wagner qui font l'objet des sanctions, donc du gel des avoirs, etc. etc. Mais nous souhaitons, avec une qualification d'organisation terroriste, pouvoir substantiellement élargir le régime de sanctions, le régime de poursuite judiciaire qui pourrait ensuite être enclenché avec donc un renforcement des charges. Et il y aurait donc de ce point de vue-là, par-delà la charge symbolique forte que porte cette résolution, une possibilité de déclenchement de conséquences, je dirais, juridiques très concrètes et très pratiques qui pourraient être enclenchées contre l'ensemble des membres, encore une fois, de cette galaxie, à tout le moins ceux que l'on pourrait identifier, qui sont présents sur le terrain. Général Palomero, ça changerait les choses sur le terrain si effectivement il y avait une résolution de la part de l'Union européenne. Il y a déjà un certain nombre de sanctions contre Prigojine directement, mais là, il y aurait des sanctions contre les financements de manière plus stricte. Ça pourrait éventuellement toucher les pays où Wagner est impliqué, mais ce sont tous des pays quand même qui sont déstabilisés. Ça ne va pas changer les choses instantanément, mais enfin, il faut... Donc pour vous, c'est plutôt symbolique. Non, ça marque le coup quand même. Enfin, le symbole, c'est important et ça marque l'histoire. C'est comme toutes les enquêtes qui sont menées aujourd'hui, les instructions sur les crimes de guerre, tout ça, ça va marquer l'histoire. Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact direct, mais il faut le faire, oui, je crois. Et cette guerre, il a eu, si on peut dire, ce mérite, c'est d'ouvrir les yeux sur ces agissements. On a été surpris, vous ne me démentirez pas, sur ce rôle de Wagner en Afrique. Je vois qu'on l'a pas vraiment vu venir. Certains l'avaient décelé, mais je pense qu'on les a pas sans doute assez écoutés. Sur ce rôle en termes d'influence, on pensait pas qu'il allait déstabiliser, en particulier le Mali, où on n'était pas chez nous, on était arrivé pour aider le Mali, et on s'est pas rendu compte qu'il y avait effectivement cette lutte. On n'a pas cru à cette lutte d'influence, et maintenant, je dirais que globalement, il faut se ressaisir, parce qu'on peut pas laisser le champ libre comme ça à ces milices privées qui sont des prédateurs et qui renversent les régimes. Donc c'est plus pratique pour eux, évidemment. Ils mettent en place leurs hommes liges. Et puis ensuite, ils font le bonheur des pays à leur insu, si je puis dire. Donc c'est quand même assez grave. Et je pense qu'il y a la communauté internationale a intérêt effectivement à se saisir du sujet et déclarer cette organisation terroriste, c'est une manière comme une autre de bien fixer les idées. Paul Gogo, alors il faut revenir peut-être un peu sur Yevgeny Prigojine. Au départ, on l'appelait le cuisinier de Poutine, c'était un businessman. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à avoir une milice. Donc, ça a démarré en Ukraine et ça s'est un peu propagé partout. Comment le classer, ce Yevgeny Prigojine ? Il a aussi un projet politique maintenant ? Alors c'est compliqué, mais effectivement, il est né, on va dire, des cuisines, alors des restaurants même. Il a vendu des hot dogs, il a vendu ensuite des crêpes dans le centre de Saint-Pétersbourg et très rapidement, il a créé des restaurants de luxe dans lesquels il a accueilli des présidents. Avec Vladimir Poutine, ils ont accueilli des présidents, dont Jacques Chirac d'ailleurs à une époque. Et donc Yevgeny Prigojine a fait sa première fortune comme ça. Ensuite, il a décroché des contrats. Il a commencé à travailler pour les écoles de Saint-Pétersbourg, Moscou, le Kremlin, le ministère de la Défense. Il nourrit l'armée russe aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça qu'en parallèle, il s'est permis de construire, encore une fois avec l'aval du Kremlin, ce qu'on appelait des usines à trolls, des gens qui influençaient l'opinion publique russe en créant des médias. Ces usines à trolls ne sont pas que destinées d'ailleurs à l'étranger. Aujourd'hui, elles travaillent majoritairement pour influencer les Russes. Donc il a gagné en influence comme ça. Et c'est comme ça qu'en 2014, quand le Kremlin ressentit la nécessité de déstabiliser le Donbass, eh bien l'homme Yevgeny Prigojine s'est retrouvé être quelque part l'homme de la situation pour Vladimir Poutine. Parce que Poutine, en fait, voulait utiliser des milices privées. Ça faisait partie de son projet depuis 2012, c'est ça, général. C'est très intéressant parce que ça rentre dans la logique des guerres hybrides dont le créateur, c'est quand même le général Gerasimov, en gros, qui a le premier théorisé là-dessus, en disant, puisque la Russie n'est plus la Russie, n'est plus l'URSS, on va employer d'autres moyens pour atteindre nos objectifs politiques, d'influence, de captation de ressources, etc., enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Et c'est intéressant de voir que l'outil qui a été développé est en train un peu de se retourner contre ses concepteurs, quoi. Et pourquoi, à votre avis, c'est parce qu'il prend son envol et puis il se fixe pas de limite. Comme il n'a pas de règles, et tant que le Kremlin et M. Poutine le laissent aller, c'est fructueux finalement pour la Russie qui a regagné de l'influence un peu partout où elle est, hein, en Afrique, un peu partout. Donc on peut dire que cette stratégie hybride, elle fonctionne. Benjamin Roger, est-ce qu'il a plutôt le vent en poupe en Afrique, ou est-ce qu'il y a tout de même un certain nombre d'échecs face au djihadisme, justement au Mali ou encore au RCA? Est-ce qu'on a l'impression qu'il perdrait un petit peu en influence, ce groupe Wagner? C'est difficile à dire, mais si on analyse sur un temps un peu long, il a plutôt le vent en poupe. Et force est de constater que la stratégie est payante sur le continent africain, en particulier en Afrique francophone. Le groupe Wagner est arrivé en Centrafrique en 2017, ils y sont toujours, ils ont aujourd'hui des hommes, certains disent qu'ils ont mis complètement la main sur l'État centrafricain et sur le président Faustin Archange Touadéra. Au Mali, l'emprise sur l'État est un peu moindre, mais ils ont réussi ils ont largement contribué au départ des Français et de la France. Donc ils sont au Mali. Aujourd'hui, certains regardent le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, et beaucoup se demandent quel va être le prochain pays qui pourrait tomber dans l'escarcelle de Wagner. Donc perte de vitesse, non. Moi, je dirais plutôt que la stratégie est payante. Stratégie est payante. Comment est-ce qu'il se rémunère? Sur le terrain, c'est pas payant. Enfin, je veux dire, la situation au Mali ne s'est pas améliorée, elle a continué à se dégrader. Et il se rémunère. Alors, ça dépend des pays. Ce qu'on dit souvent, c'est que le modèle Wagner est très différent d'un pays à un autre. Il est différent au Soudan, en Centrafrique, au Mali. En Centrafrique, par exemple, c'est essentiellement de la prédation de différentes ressources. Or, bois... minerais, diamants, café. Au Mali, ils commencent à essayer d'exploiter un peu l'or, mais c'est pas encore complètement le cas. Mais donc voilà, au Mali, ils y sont, c'est surtout des gains politiques, et il y a une vraie influence politique, et ils gagnent sur ce volet-là. Et par exemple en Centrafrique, c'est plutôt vraiment un gain financier qui est difficile à chiffrer, mais qui est visiblement important. Constance Le Grip, organisation terroriste, me semble-t-il, cette résolution s'appuie sur les exactions qu'a pu commettre Wagner. Ah, il me semble que vous avez quitté le plateau. Constance Le Grip, vous m'entendez? Vous avez une petite urgence, je crois, donc vous nous avez quitté malheureusement. Général Paloméros, pour rebondir justement sur des exactions qui auraient été commises par Wagner et qui auraient aidé, en tout cas, qui aurait soutenu ce projet d'en faire une organisation terroriste? On a vu, il y a eu quelques exemples qu'on a réussi à démonter grâce aux renseignements, aux drones et autres outils, où il y a eu du maquillage, a priori des assassinats ou des meurtres qui sont victimes qui étaient camouflés pour faire croire que c'était l'armée française qui avait commis ces meurtres. Donc, c'est un outil de désinformation. C'est un outil complet de la guerre hybride de A à Z. Et ça, c'est un succès dans ce sens-là. Ils ont compris, je pense, les Russes, le monde un peu plus tôt que nous. Ils l'ont vu avec tous ces travers, toutes les possibilités, les interstices, la cybersécurité d'un côté, l'influence, l'information. Comme ils ne s'embarrassent pas de principes ni de valeurs, ça les soulage quelque part. Nous, si vous voulez, quand on veut faire de l'ingérence, se posent des tas de questions sur la liberté, c'est normal, on défend nos démocraties pour ses valeurs et avec ses valeurs. Eux, ils ne s'embarrassent pas de ça. Et c'est là qu'il faut essayer de mesurer et de prouver, de documenter en quelque sorte toutes ces exactions. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple, Paul Gogo. Ça, c'est clair. On sait que ces exactions, elles ont lieu. On sait qu'elles ont lieu en Ukraine. On sait que c'est le cas encore en ce moment. Mais évidemment, les lieux dans lesquels Wagner combattent ou de leur point de vue travaillent, on n'y a pas accès ou difficilement accès. Et je sais qu'en Afrique, c'est aussi assez compliqué de travailler sur ces sujets-là, a priori. Benjamin, Roger. Oui, c'est effectivement... Human Rights Watch, en tout cas, un point des exactions des paramilitaires russes au Mali. Il y a des soupçons d'exactions au Mali, en Libye, en Syrie. Si on prend juste le cas du Mali, par exemple, les mercenaires de Wagner sont présents dans le pays depuis décembre 2021, janvier 2022.
Donc ça fait ça va faire 1 an et demi. En 1 an et demi, il y a eu de nombreux cas qui ont été rapportés par la presse, par l'ONU, dénoncés par l'ONU, par des organisations de défense des droits humains comme vous l'avez cité, Human Rights Watch ou Amnesty International. On parle de massacres de civils sous couvert de la lutte contre les djihadistes. Il y a par exemple un massacre dont on a peu parlé en Occident, mais qui est le massacre de Moura, sur lequel l'ONU doit bientôt rendre son rapport d'ailleurs. On parle de 300 à 400 civils qui ont été exécutés par l'armée malienne, mais surtout par les hommes de Wagner. Voilà, et ça c'est un massacre parmi d'autres. Bon, c'est le plus important en termes de victimes, mais des exactions comme ça dans le centre du Mali, depuis 1 an et demi, il y en a beaucoup. Constance Legris, est-ce que justement ces soupçons d'exaction de la part de Wagner ont fait partie justement du support qu'ont pu avoir justement les députés comme vous pour voter une volonté d'inscrire cette organisation comme organisation terroriste ? Bien sûr, ce que nous pouvons avoir à connaître, des exactions, des crimes de guerre, de la prédation, de la terreur pratiquée à l'encontre notamment de populations dans plusieurs pays africains depuis plusieurs années, mais également tout ce qui commence progressivement à être documenté, des exactions, des crimes de guerre et autres comportements absolument inqualifiables sur le territoire ukrainien. Tout cela est venu effectivement, si je puis dire, nourrir de manière extrêmement défavorable le dossier et a certainement convaincu l'écrasante majorité des députés présents dans l'hémicycle hier d'apporter leur suffrage à cette résolution. Encore une fois, qui est un acte politique dont nous espérons qu'il aura des conséquences. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les processus juridiques sont longs, sont compliqués, qu'il faut avoir des preuves, que toute procédure judiciaire à l'encontre de tel ou tel dirigeant, fût-il le premier à la tête du Kremlin, prendra beaucoup de temps. Mais nous avons voulu pousser un cri d'alarme et dire très clairement que en Ukraine, comme dans de nombreux pays africains et depuis de trop nombreuses années, les agissements du groupe Wagner revêtent, à nos yeux en tout cas, un caractère terroriste, par la terreur qu'ils engendrent et la multiplication des crimes de guerre et autres comportements totalement intolérable, absolument intolérable. Alors le journal Politico rapporte que Prigojine aurait d'ailleurs réagi à cette résolution en disant qu'il pourrait, je cite, arracher les dents d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui diffusent leur venin contre Wagner. Ça, c'est une traduction littérale donc, de ce que rapporte le journal Politico. Général Paloméros, pour en revenir à cette guerre asymétrique, vous disiez les Russes ont compris avant nous par exemple que la communication, que la guerre informationnelle, c'était aussi important dans une guerre aujourd'hui que le combat finalement très conventionnel. À Bakhmout, on parle là pour le coup d'armement conventionnel, mais la guerre informationnelle aussi importante. Oui, en fait, à la sortie de la guerre froide, évidemment, la Russie s'est trouvée dans une situation assez inconfortable et ça a amené des réflexions de fond. La première, ça a été qu'il fallait qu'ils continuent à développer leur armement nucléaire, et ils l'ont fait. En dépit d'un certain nombre de traités d'ailleurs. Ensuite, que l'avenir était effectivement à la politique d'influence et d'information. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont détecté très tôt. Il y a un certain nombre de spécialistes de cybersécurité, de cyberattaques qui seront... Enfin, les Russes sont forts dans ce domaine. Ils ont des compétences mathématiques et autres scientifiques. Mais ça fait partie de leur stratégie, indépendamment et ils ont théorisé ça. On ne les a pas vraiment crus, on s'est dit oui c'est bien, c'est de la propagande. Oui, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on allait vivre de plus en plus dans une société d'information, que les informations allaient se diffuser à la vitesse de la lumière, etc. Et donc il fallait changer de braquet. Et on n'a pas pensé que des pays seraient de nouveau, pourraient être sensibles à ce type d'argument. En fait, on n'a peut-être pas vu le monde tel qu'il était, mais c'est ainsi. C'est aussi quand vous dites « on », c'est un petit peu les démocraties, si vous voulez. Je pourrais parler de l'OTAN, je peux parler de la France. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas un seul pays occidental qui a vraiment, même les Américains,
Ils ont peut-être réagi un peu plus tôt, mais c'est même pas évident. On n'a jamais pensé que ça allait avoir une portée telle, si vous voulez, que l'association de la désinformation, de l'action directe sur le terrain et violente sur le terrain pourrait produire de tels effets. Et aujourd'hui, on l'a compris. Oui. Il y a un changement en termes de stratégie. Oui, c'est douloureux, mais comme je le disais, nous, il faut qu'on reconstruise une réponse qui soit cohérente, qui soit en phase avec nos valeurs et qui nous permette de répondre en particulier aux pays africains et aux autres sans faire d'ingérence. Et là, il y a une dissymétrie évidemment dans les moyens que nous pouvons nous-mêmes apporter. Alors bien sûr, au niveau de l'Union européenne, il y a quand même un poids de l'Union européenne, je pense en l'Afrique en particulier, qui peut peser. Donc ça c'est important. Il faut être cohérent dans nos choix, il faut être cohérent dans le soutien économique, il faut être cohérent dans le soutien financier. Et puis, du côté de l'OTAN, c'est devenu aussi... L'OTAN est très embarrassé avec les sociétés militaires privées parce que les différents pays n'ont pas tout à fait la même vision. Et l'OTAN se retrouve parfois sur certains théâtres, c'était le cas en Afghanistan, avec des sociétés militaires privées dont l'OTAN ne voulait pas assumer la responsabilité. Il y avait le fameux Blackwater, ça c'était plutôt en Irak, mais c'est les sociétés privées américaines qui étaient très puissantes. Trop peut-être, on en a eu des exemples en Irak. Et donc, pour l'Alliance, 29 pays, aujourd'hui 31, composés avec ça, c'est pas une évidence. Donc ils ont un avantage, en fait, c'est ce que vous dites, les Russes. Paul Gogo, vous avez ressenti ce côté informationnel, guerre informationnelle, quand vous avez enquêté sur Wagner, justement, cette galaxie? Et j'ai même continué, je continue depuis, bien sûr, à m'intéresser à tout ça. J'ai découvert seulement récemment, alors que je travaille sur la question du Donbass depuis 2014, que quelques mois, à peu près un an avant le début de la guerre dans le Donbass en 2014, Evgeny Prigojine était à l'origine de la création d'une agence de presse dans la région non pas Kherson, mais Kharkiv, pardon, et en Crimée. Et que donc déjà à cette période-là, il a contribué... C'est Riafa, non? C'est ça? Alors, Riafa, ça existait en Russie, mais c'était à la limite connu parce que c'est une agence de presse que maintenant on connaît tous en Russie, qu'on connaissait depuis quelques temps. Mais une agence anonyme, je ne saurais même pas vous rappeler le nom parce que c'était pas quelque chose ultra influent, mais qui avait une influence locale. Et en fait, en 2013-2014, avec cette agence, il a pu diffuser de la propagande pro-russe dans le Donbass. Et le Kremlin avait visiblement, à cette période-là, déjà en tête le fait que la région était déstabilisable et allait être déstabilisée, ce qui a ensuite mené à la guerre. Et donc, Evgeny Prigojine, dès le début, a contribué à cette déstabilisation. Et ça, avant même que la milice prenne une forme, on va dire, militaire, quoi. C'était vraiment, à l'origine, la base de Wagner, c'est vraiment la communication, la désinformation. Benjamin Roger, même stratégie en Afrique? Complètement la même stratégie. On a observé ça en Centrafrique, avec d'abord des faux comptes sur les réseaux sociaux qui relayaient du contenu pro-russe, anti-français, avec parfois aussi du financement de médias locaux pour relayer des contenus, des articles. En Centrafrique, ils ont aussi monté une radio, par exemple. Quelques années plus tard, au Mali, rebelote, même scénario, avec financement de manifestations où on recrutait des gens, ils recrutaient des gens localement pour relayer des discours, organiser des manifestations, demandant le départ de la France, l'arrivée des Russes, la coopération avec les Russes. Et c'est... Idem, il y a toute une panoplie d'outils sur les réseaux sociaux avec des faux comptes, des campagnes de désinformation qui, par exemple, aujourd'hui ciblent des pays comme le Burkina Faso, un peu le Niger, un peu la Côte d'Ivoire et qui font craindre justement à certains que ces pays sont dans le viseur. En tout cas, quand ces signaux-là arrivent, c'est justement un peu les signes, les prémices, les premiers signaux annonciateurs d'une volonté des Russes et donc de Wagner d'aller s'implanter dans ces pays. Donc c'est pour ça qu'on y fait désormais très attention. Constance Le Grip, lorsqu'on est député justement en France et même en Europe, est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé par cette stratégie très globale dont parle le général Paloméros? Et en l'occurrence, toute cette guerre informationnelle, on s'y met aujourd'hui? Alors, je ne pense pas que nous soyons dépassés, même si je partage effectivement le constat qui a été émis par certains de vos invités, qu'il a peut-être fallu un certain temps
aux démocraties, à nos démocraties, pour prendre la pleine mesure de ce côté hybride, protéiforme, multiforme, qui est maintenant la marque de fabrique d'un certain nombre de régimes dans la grande confrontation qu'ils tentent d'instaurer avec nos démocraties, avec l'Occident de manière générale. Mais je pense que les choses sont maintenant assez bien documentées. Des ouvrages sortent de plus en plus en France comme ailleurs, et nous sommes maintenant, je pense, assez bien informés. On a compris qu'on était maintenant bien au-delà de l'utilisation d'un certain nombre de médias traditionnels qui étaient des relais d'opinion du pouvoir du Kremlin, par exemple. Je fais allusion à Russia Today et à Sputnik, et qu'on est face à effectivement l'utilisation d'instruments numériques, d'instruments technologiques. On a parlé des bots, des usines à trolls, mais avec l'intelligence artificielle, on voit que vont se mettre en place des manipulations, des informations et de plus en plus élaborées, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus difficiles. Et nos services de renseignement, la DGSE, la DGSI, mais également des agences d'État en France, par exemple, comme Viginum, comme l'ANSSI, qui est compétente en matière de lutte contre les cyberattaques, sont maintenant, je dirais, tout à fait au fait de l'ampleur de la menace, et de cette menace hybride et protéiforme. Simplement, tout va toujours très très vite, et nous avons face à nous notamment des puissances étrangères qui n'hésitent devant rien et qui ont le concours effectivement d'officines, d'agences, de relais divers et variés qui sont très bien dotés et qui disposent notamment de beaucoup d'argent et de beaucoup d'expertise technologique. Donc tout cela est pour nos démocraties, cette guerre hybride, cette guerre informationnelle, un véritable défi. Un défi majeur, un défi absolument majeur. Général, vous partagez l'optimisme de Constance Le Grip ? On a des compétences, et il y a une volonté, il y a maintenant une analyse objective qu'on partage. Oui, je crois, c'est pas simple. Il y a des outils à mettre en place. Sur la technologie, en plus, ça avance extrêmement rapidement. C'est de plus en plus compliqué. On sait qu'une image, pour aller à sa source, c'est compliqué. On peut tricher avec les images, on peut tricher de mille façons. C'est une mobilisation qui dépasse assez largement le ministère des Armées. C'est intergouvernemental. Enfin, c'est un ensemble auquel, d'ailleurs, il faut associer les médias, forcément, avec évidemment les règles démocratiques qui sont les nôtres, mais c'est notre bataille commune, c'est une bataille collective pour, entre guillemets, la vérité. C'est une bataille éducationnelle parce qu'il faut éduquer nos enfants à cette société. Donc, c'est un des enjeux des années qui viennent, et même d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, vous avez vu l'arrivée de ChatGPT, qui a semblé une révolution qu'on attendait depuis des années quand même. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, et là on parle de guerre, donc c'est ce type d'outils utilisés dans le cadre... On voit que c'est très puissant, en tout cas on est en train de démontrer que c'est très puissant. Et il faut que ça soit traité, alors ça, pour le coup, l'OTAN s'y intéresse, il faut que ça soit traité de manière collective. L'OTAN, l'UE en particulier, je pense que l'UE a vraiment non seulement le besoin, mais les moyens de faire face à ce genre de situation. Et ça doit être son ADN maintenant, cette espèce de smart power, si vous m'excusez l'expression britannique. Smart power. Donc on va revenir quand même à Prigojine. D'ailleurs, j'ai une question d'internaute. Quelle pourrait être la motivation de Prigojine dans la guerre en Ukraine, Paul Gogo? C'est une question pour vous, ça. Evgeny Prigojine, sa société, Wagner, c'est une société, c'est un business, c'est très cynique, il a une vision très cynique des choses. Sa société, il faut qu'elle tourne. Alors, l'Afrique, a priori, c'est un bon endroit où faire tourner sa société parce qu'il y a de l'argent à récupérer. Alors qu'en Ukraine, a priori, c'est pas là qu'il va s'enrichir. Par contre, il y a de la notoriété. Tout ce qu'il fait là, c'est de la politique. En fait, il est en train de gagner un rôle politique en Russie, Evgeny Prigojine. C'est toléré par Vladimir Poutine parce qu'il a besoin de lui sur le terrain.
Mais Vladimir Poutine, il est aussi capable de mettre des limites. Et moi, c'est pour ça que ma position sur les problèmes de livraison d'armes, des fois, je me demande si c'est pas aussi une variable d'ajustement de l'influence de Prigojine dans le pays. C'est-à-dire que quand Prigojine insulte tout l'état-major de l'armée russe sur les réseaux sociaux, et ils disent que personne... Enfin, on a quand même en Russie un opposant, Alexei Navalny, qui est en prison, qui en a dit beaucoup moins publiquement que ce que... Mais justement, pourquoi est-ce qu'il sort de l'ombre, Yevgeny Prigojine? Quel est son intérêt au final? On voit que toute cette galaxie est très organisée, tout ça a été dans l'ombre, fonctionnait plutôt très bien. Aujourd'hui, il sort de l'ombre. Pourquoi? Alors, je pense que Wagner, en fait, c'est pas Wagner, c'est même Concorde, la société à l'origine de tout ça. Ça fonctionne un peu comme une mafia. L'objectif, c'est de grandir. Et je pense qu'Evgeny Prigojine, il a l'argent, il a le pouvoir, et il aimerait bien avoir un pouvoir politique, un rôle politique. Enfin, c'est ce qu'on semble en tout cas détecter chez lui. Et là, il commence à avoir un rôle politique clair. Il est connu depuis peu en Russie, même si les médias ne parlent pas tous de lui. Et a priori, les médias russes ont même reçu l'ordre d'arrêter de parler de lui. Mais en tout cas, il a quand même un rôle. Il est présent sur les réseaux sociaux. C'est un peu le patriote en chef, le nationaliste le plus populaire, on va dire, du pays. Et c'est déjà de la politique. Mais je remarque que Vladimir Poutine, pour l'instant, le laisse agir. Et en Russie, on ne fait pas de politique sans l'accord de Vladimir Poutine. Donc pourquoi est-ce qu'il le laisse agir, Benjamin Roger? Je me tourne vers vous pour réagir. Pourquoi est-ce qu'il sort de l'ombre? Et pourquoi, effectivement, d'abord, il ne vise jamais, enfin pour l'instant, directement Vladimir Poutine. C'est toujours Sergueï Shoigu, donc le ministre de la Défense, ou Gerasimov, le général. Il contourne, c'est l'État russe, mais pas directement Vladimir Poutine. Mais on continue à se demander pourquoi il sort de l'ombre, alors qu'il a effectivement une société très huilée, on vient de l'expliquer. Ça serait un rôle politique, vraiment. Vu du continent africain, il était dans l'ombre jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, vu du continent africain, pas seulement. Il a vraiment pris la lumière à partir du déclenchement de la guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il sort de l'ombre? Je pense je suis pas un spécialiste comme Paul de la Russie, mais je pense que la réponse est assez simple. J'imagine que ce sont avant tout des ambitions politiques et dans une quête de pouvoir toujours plus grande. Et l'Afrique, pour ça, est un outil, est un tremplin pour lui, pour justement lui permettre d'engranger de l'argent, de la puissance financière, de l'influence politique. Voilà, c'est aussi aujourd'hui, c'est un peu l'homme de Poutine sur le continent. Et si la Russie regagne du terrain sur le continent africain et en particulier en Afrique francophone, c'est en grande partie grâce à Yevgeny Prigojine. Général Paloméros, est-ce que il gagne justement à sortir de l'ombre, Yevgeny Prigojine? Il n'avait plus trop de choix à partir du moment où il a eu pignon sur rue, c'est le cas de le dire, à Saint-Pétersbourg. Mais est-ce qu'il ne risque pas, pardonnez-moi, que Vladimir Poutine utilise d'autres milices? Ou d'ailleurs, Sergueï Shoigu voulait au départ utiliser d'autres milices que celles de Wagner. Maintenant, vu le poids que pèse Wagner dans l'appareil d'État, je pense que ça va être assez difficile de créer un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est l'armée, d'une certaine manière. Donc, pour l'instant, en tout cas, mais le sujet de la défaite, entre guillemets, annoncée de Bakhmout est quand même un sujet très sensible pour Wagner, pour Prigojine. Il s'est investi là-dedans. Je le disais au départ, mais je pense que... C'est-à-dire que s'il perd... C'est pour ça qu'il est en train imminente. Je pense qu'il est en train d'essayer de repousser ses coups. Il met les munitions en jeu, il gueule contre, il aboie contre Shoigu et Gerasimov. Tout ça, c'est pour repousser les responsabilités assez loin de lui. Il ne veut pas assumer cette responsabilité. Pour l'instant, il n'avait assumé aucune responsabilité. Il engrangeait sans se mettre en évidence. Maintenant, il a pris de la lumière. Il l'assume sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il en assume le risque aussi. Je pense que l'establishment militaire, évidemment, ne va pas lui pardonner. Donc ça veut dire, quand on ne pardonne pas... On verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que l'establishment militaire, que ce soit Shoigu ou Gerasimov, ont un poids très lourd. Ils ne lui pardonneront pas et à la moindre défaillance, je crois qu'ils n'hésiteront pas. Enfin, ils n'hésiteront pas... à l'enfoncer, je ne sais pas dans quelle mesure. À lui nuire, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mettez-vous à leur place. Ils se font insulter pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux. Ça doit finir par les agacer. Donc ça veut dire que pour l'instant, ils en ont encore besoin.
Il est soutenu par Poutine, donc à un moment donné, il faut faire avec. Constance Le Grip, comment est-ce qu'on interprète ça à l'Assemblée nationale quand justement on étudie ces résolutions, cette sortie de l'ombre de Prigojine ? Alors, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que des Kremlinologues distingués, très franchement. Là, peut-être qu'au sein de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, il y a des vrais spécialistes de la Russie et des gens qui, depuis des décennies, regardent tout ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin et sont de ce fait en capacité d'avoir tous les outils, toutes les clés pour comprendre et ouvrir les portes et les fenêtres. Mais très franchement, beaucoup d'entre nous supposent qu'effectivement, l'appétit venant en mangeant, si vous me permettez cette familiarité, Evgeny Prigojine a maintenant une ambition politique réelle. Et qu'il a tout fait pour se donner les attributs du pouvoir, l'argent, l'influence, les hommes, le réseau, par-delà les frontières de la Russie, par-delà l'Ukraine, pour construire cette ambition politique. Est-ce qu'elle pourra aller jusqu'au terme qu'il s'est peut-être fixé ? La vie politique est pleine partout dans le monde de surprises et de cruauté. Paul Gogo, si Poutine tombe, est-ce que Prigojine tombe ? Si Poutine tombe, Prigojine, il tentera de jouer sa carte. Et je pense que là, l'influence politique qu'il accumule, il voit ça sur du moyen, long terme. Donc si Vladimir Poutine tombait, je pense qu'il se serait mis en position avant de ne pas tomber avec lui. Et là, c'est un peu ce qu'il est en train de faire en s'attaquant aux élites. Il se démarque des élites du Kremlin. Alors, on disait, il ne cite pas vraiment Vladimir Poutine, mais lui, c'est vraiment... Vous avez les élites militaires à Moscou qui viennent jamais sur le terrain. Moi, j'y suis. Moi, je suis en train de me battre pour la Russie, comme je disais, le patriote en chef. Et donc, l'objectif, c'est que le jour où il y a moyen, il entrera en politique. Moi, je me demande si ça ne va pas se faire dans la douceur. Plutôt, on sait qu'il essaie de faire tomber le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Evgeny Prigojine, depuis des mois et des mois. Peut-être que si Vladimir Poutine a envie de le calmer sans que ça ressemble à un assassinat aux yeux de tout le monde, peut-être que lui donner un poste politique dans une région assez symbolique, une ville assez symbolique en Russie, ce serait un premier pas en politique pour lui. Un mot sur le Soudan, Benjamin Roger, puisque vous êtes avec nous. On dit, enfin en tout cas, on soupçonne Wagner de travailler avec Hemeti, donc qui est un des deux belligérants au Soudan, puisqu'en ce moment il y a donc cette guerre entre les deux chefs. Vous avez des infos là-dessus ? Alors c'est très difficile de savoir qui soutient qui aujourd'hui au Soudan. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'au début du conflit au Soudan, quand les généraux Hemeti et Al-Bourhan ont commencé à s'affronter, très vite, dans les 2 jours qui ont suivi le déclenchement des hostilités, le général Hemeti et Prigojine se sont parlé, ont échangé au téléphone, et Hemeti a réclamé notamment à Prigojine. Ils se connaissaient de longue date avant, parce que Hemeti était un des interlocuteurs privilégiés du groupe Wagner au Soudan avant le déclenchement de la guerre au Soudan. Et donc Hemeti a réclamé à Prigojine notamment un soutien aérien. Ce que Prigojine lui a offert, et donc il y a notamment eu des rotations d'avions. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il y avait à bord, mais on suppose de l'armement. Et donc il y a eu des avions qui ont décollé de Libye, du sud libyen, des régions où sont présents Wagner en Libye, et qui ont atterri au Soudan et qui, on imagine, ou on suppose en tout cas, fourni des armes ou du matériel aux troupes du général Hemeti. Donc finalement, ce conflit pourrait lui profiter à Prigojine, profiter à Wagner. Ce que certains spécialistes disent, c'est que Prigojine, très malin et opportuniste, anticipe l'avenir et se dit que si c'est Hemeti qui sortait vainqueur du bras de fer qui l'oppose, même de la guerre qui l'oppose, au général Al-Bourhan, renouer contact, renouer les liens qui s'étaient un peu distendus ces derniers mois avec Hemeti, peut-être une façon de rester dans le pays au Soudan et de continuer à tirer des bénéfices du Soudan, et en particulier de l'or soudanais qui profite assez largement à Wagner. Parce qu'en fait, il utilise l'or pour se financer déjà au Soudan. Enfin, c'était avant le conflit.
Lors du Soudan, en Centrafrique aussi, au Mali ça commence un peu, mais on a mené plusieurs enquêtes, notamment à Jeune Afrique, et d'autres confrères aussi ont travaillé là-dessus. En Centrafrique, au Soudan, oui, effectivement, il y a des lingots d'or, alors pas purs à 100%, mais quasiment, qui sortent par avion et qui vont directement de Bangui ou de Khartoum, qui passent par Dubaï et qui après, on imagine, vont en Russie et finissent dans les caisses de Wagner ou de l'État russe. Ou de l'État russe, c'est-à-dire qu'on... Ça, on ne sait pas, on suppose, mais on n'a pas, évidemment, personne ne sait exactement où finit l'or, mais en tout cas, c'est de l'or qui est récupéré par Wagner. Général, un mot de conclusion peut-être ? Ils ne sont pas en perte de vitesse, en tout cas, ça serait la conclusion. Non, malheureusement, je crois qu'on l'a dit, ça nous a ouvert les yeux. Alors juste peut-être un petit mot de conclusion, il y a une autre société militaire privée qui agit en Ukraine. Donc il y a de la concurrence. C'est la société Mosar, mais elle ne fait pas du tout la même chose. C'est un ancien colonel de l'US Marines qui a monté une association à but non lucratif et une opération caritative pour extraire les populations à Barmout et un peu partout ailleurs, former les Ukrainiens. Donc il y a d'autres formules de société. Donc ça, c'est de l'autre côté. C'est des milices qui œuvrent côté pas du ukrainien. tout le même nombre, pas du tout. Ils ne sont pas armés, ils ont juste le droit à l'autodéfense. Donc ça prouve qu'il peut y avoir des moyens de soutenir l'action armée différente, mais il faut que ce soit contrôlé. Et bien sûr, donc il ne faut pas écarter les sociétés militaires privées. Ça peut être utile, mais à condition de les contrôler. Merci Général Paloméros, merci Paul Gogo, merci Benjamin Roger, merci à vous Constance Le Grip d'avoir été avec nous en direct de l'Assemblée nationale et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.